Alors, c'est moi qui ai l'honneur d'animer le premier panel de cette journée. Donc, c'est un panel qui s'inscrit dans le volet créé où nous questionnons les pratiques créatives et professionnelles. Donc, nos invités qui vont présenter à tour de rôle sont 3 designers dont la pratique de design est au cœur de leur création et dont le travail a été primé et reconnu à l'international, chacun dans leur expertise spécifique. Ce qui les distingue, peut-être ce qui nous intéresse aussi en dessous de leur présentation, disons le travail sous-jacent, c'est peut-être la différence de parcours et la structure organisationnelle du travail, c'est-à-dire 3 différents contextes de création. Tout d'abord, Marie-Hélène Benoît, la première, est diplômée de l'UQAM en design graphique. Elle a cheminé à l'intérieur d'une grande agence, Sidley, une agence basée à Montréal avec des bureaux à Toronto, New York, Los Angeles, Seattle et Paris. Elle est experte en branding, directrice de création et associée donc chez Sidley. Et Marie-Hélène s'intéresse à l'intelligence créative en design pour la présentation. Elle sera suivie de Sarah Ouellette, qui a étudié aussi chez nous et qui a évolué, elle, comme pigiste, dans le milieu multimédia montréalais en tant que réalisatrice et directrice artistique. Elle a aussi cofondé Montreal in Motion pour présenter les artistes numériques locaux et favoriser la collaboration et l'éducation par les pairs. Donc, une structure de travail flexible qui, un peu comme des cellules, se forme et se reforme, regroupant différentes expertises selon la nature des projets. Donc, sa présentation s'intitule « Communauté, innovation et la vie sans silo ». Et sera suivi de Thomas Huot-Marchand, qui, quant à lui, partage son temps entre l'enseignement, le design graphique et la création de caractères typographiques, qui est son domaine d'expertise. Mais en tant que directeur de l'Atelier national de recherche typographique à Nancy, en France, il nous présente le dialogue entre designers et chercheurs, donc un contexte de recherche qui implique la collaboration interdisciplinaire. Donc, nous aurons ensuite une période de questions, comme tout à l'heure, où vous pourrez prendre la parole une dizaine de minutes. Alors, je commence avec, j'invite Marie-Hélène Benoît. Merci Judith pour la présentation. Aujourd'hui, le design est de plus en plus multidisciplinaire, puis il est vraiment partout autour de nous, là, avec l'arrivée des technologies, avec les téléphones, avec les ordinateurs. Donc, on est submergé de design. Puis si le design est juste beau, puis qui est vide de sens, il n'y aura jamais autant d'impact. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes observations au fil de ma carrière là, que j'ai observées, puis que je mets dans ma pratique aujourd'hui à tous les jours quand je développe des produits de design. C'est des observations qui font que, dans le fond, c'est quoi qui fait que le design va avoir autant d'impact, puis qu'est-ce qui fait que le design a une grande intelligence. Je vais appuyer chacune de mes observations avec des exemples que j'ai dénichés à travers le monde de ce qui se fait de meilleur dans ce que moi j'appelle du design intelligent. Et puis, voilà. Donc, la première observation, c'est quand les marques ou le design en tant que tel, ça peut être un lieu, ça peut être, on peut penser à un théâtre, on peut penser à quelque chose d'alimentaire. C'est quand il y a une histoire qui est très forte. Donc, quand il se distingue dans sa catégorie, quand il prend position, il y a donc une grande raison d'être. Et si le design réussit à faire vivre cette raison d'être-là, ça va être plus fort, l'histoire va être mieux véhiculée, les gens vont en parler plus et ça va avoir un plus grand impact, autant sur eux que peut-être même sur notre vie. Donc, je vais vous montrer un premier exemple. En fait, je ne fais qu'accompagner la nature, et de la vigne au vin, et donc sur cette nature, je ne veux intervenir que le moins possible. Elle est tous les ans différente, les conditions climatiques changent, et en fait, c'est pour cela que mes vins sont naturels. Malgré qu'ils soient du même terroir, de la même variété de raisins, ils sont chaque année différents. Et si les vins dus à ces effets climatiques sont si différents chaque année, alors l'étiquette doit aussi l'être. C'est donc pour cela qu'en collaboration avec l'Institut météorologique, pendant plusieurs années, nous avons collecté les données des conditions climatiques dans nos vignes. La quantité de précipitations a été retenue comme la variable qui révèle le mieux les différences de l'expression des vins, bien entendu d'une année sur l'autre. Les cercles représentent la quantité de précipitations par mois entre 2 vendanges. Et ainsi,
le comportement de la nature est littéralement retranscrit sur l'étiquette. En 2018, j'ai décidé de changer toutes mes étiquettes, pourtant déjà reconnues, à partir de ce concept. Pour avoir un outil me permettant de raconter mon histoire, ma vision, nous avons réuni une collection de 6 années. 6 millésimes venant de la même vigne, représentés par cette idée et que nous avons envoyé à des distributeurs de renom. Kad sam dobio ovu kolekciju, odmah sam znao da imam savršen alat. Je vais passer parce qu'on va manquer de temps, mais vous comprenez l'idée. Puis je pense que chaque projet qui a une histoire vraiment forte comme ça, puis qui réussit à le mettre de l'avant, bien, ça l'enrichit vraiment, le projet, le produit, le design aussi. La deuxième observation que j'ai faite aussi, c'est lorsque le design façonne la culture ou lorsqu'il s'inscrit dans la culture populaire ou lorsque, par exemple, une communauté particulière va se l'approprier, ça va faire que ce design-là va démontrer une plus grande intelligence aussi, puis il peut s'inscrire davantage dans la mémoire collective. Donc, le deuxième exemple que je vous montre est le suivant. Since Gilbert Baker first created it in 1978, the pride flag has always been a symbol of one thing: welcome. Wherever we go, this flag says, "You're safe here." But the truth is, we're not always safe here, because what's legal in one place can be punishable by prison or worse in the next. On the 40th anniversary of this flag, PFLAG Canada asked, "What if the pride flag could help you see the world?" This is Destination Pride, a first-of-its-kind global platform designed to help LGBTQ travelers navigate the world in the simple form of a flag. Our algorithm starts by collecting global data across 5 key metrics of acceptance. The more equal the laws, the fuller the flag. Our 6th bar measures real-time positive and negative social media sentiment. Together, the bars provide a dynamic snapshot of acceptance across hundreds of thousands of destinations worldwide and a single numerical score for comparison. To launch, we created more than 100 unique Facebook campaigns, running in 46 languages across 92 countries, each one connected to relevant local news events, from the arrest of activists in Moscow. Police in Moscow detained 5 activists. To the changing of laws in Toronto. Full protection of transgender people. In its first month, Destination Pride engaged users from more than 150 of the world's 195 countries, became the most shared and discussed communications platform in PFLAG's history, and inspired calls to action among tourism offices, business leaders, politicians, celebrities, and mainstream media. And our data visualizations have been invited to hang at the London Design Museum's retrospective on graphic design and political messages. PFLAG imagines a world in which all people are respected. Until that world is real, Destination Pride helps us navigate this one. Et voilà, la troisième observation que j'ai faite et que je pense qui touche vraiment tous les étudiants qui sont ici dans la salle, c'est de créer un visuel qui est pertinent. Puis c'est quelque chose qu'on nous apprend beaucoup quand on étudie à l'UQAM en design graphique, c'est que chaque décision qu'on prend en design a une raison d'être, puis que tout ce qu'on met de l'avant, si on arrive avec un type d'image versus un autre type d'image, il y a toujours une raison à ça. Puis je trouve que c'est quand même important si on veut que notre design perdure dans le temps puis qu'il y ait un plus grand impact, qu'il ne soit pas juste beau, effectivement, mais qu'il y ait toute une réflexion derrière puis toute une intelligence derrière tout ce qu'on fait. Puis parfois, ça peut nous amener à ce que l'image en tant que telle soit plus forte que les mots puis qu'on n'a même pas besoin de mots pour comprendre l'image. Parfois, c'est le contraire. Parfois, un mot peut tout décrire notre image. Donc, mais c'est vraiment la simplicité puis la façon de bien créer toute l'intelligence de ce design-là. Je vous montre un exemple.
La quatrième observation que j'ai, c'est que j'ai fait, c'est quand le design nous fait vivre une expérience. Puis tu sais, on peut s'imaginer, quand on voit une affiche, on peut ressentir quelque chose, mais on va ressentir beaucoup moins que si cette affiche-là, soudainement, on peut rentrer à l'intérieur, on peut toucher, on peut sentir, on peut vivre quelque chose, on peut goûter. C'est sûr que dès que le côté expérientiel est mis de la partie dans quoi que ce soit qu'on fait en design, l'impact va être plus grand, la mémorabilité va être beaucoup plus grande aussi, on va s'en rappeler plus facilement. Ça peut générer plus d'émotions aussi, puis ça va inspirer, ça va toucher les gens. C'est là qu'on peut aller chercher encore plus d'émotions. Donc, j'ai mis rapidement 2 exemples qui ne sont pas en vidéo ici, je vais vous les expliquer, mais un projet qui a été fait à Bangkok pour une compagnie de real estate, en fait, qui, dans le fond, c'est qu'eux, ils ont voulu, comme ils sont dans le domaine de la construction, puis de construire des lieux, ils ont voulu redonner à la société. Puis je trouve que c'est un pouvoir que nous, on a en tant que designer, de pouvoir inciter nos clients à redonner puis à faire des choses plus grandes dans le monde. Donc, dans ce cas-ci, ils sont allés dans des quartiers où il n'y avait absolument rien pour les jeunes pour jouer dehors, puis ils sont allés créer des terrains de soccer qui sont unusual pour que toute une génération puisse avoir accès à jouer plus au soccer. Donc, ici, c'est un design qui est plus expérientiel. Une minute. OK, je vais aller vite. Je vais passer tout de suite à la dernière, mais vous avez compris l'idée. La dernière observation que j'ai faite, c'est quand le design répond à une problématique. Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Hein. Tout le design qu'on fait, en général, on répond à une problématique. Mais si la problématique, elle est de plus haut niveau, qu'elle est sociétale, qu'elle est environnementale, automatiquement, on peut avoir un impact dans notre monde, dans notre quotidien, sur notre planète aussi. Puis si on part d'un contexte, il y a toutes sortes de contextes qui sont plus problématiques. Puis si on peut réussir à autant encourager nos clients d'aider à répondre à trouver des réponses à des problématiques avec le design, ça peut amener à ce que nous, notre métier, ait un plus grand impact. Donc, je vous montre le dernier exemple. I was shocked to learn that pads, tampons, and other menstrual products are taxed as luxury goods. I suspect it's because men were making the law. Right, Mr. President. Men made the tax laws. 50 years ago, German lawmakers, who were all men, decided to tax feminine hygiene essentials like tampons with the highest rate of 19%, but things like caviar, oil paintings, or truffles with only 7%. So tampons are the real luxury? Menstruation is luxury? Breaking the law wasn't an option for the Female Company, an online shop for feminine hygiene products. So how could we sell tampons for 7% instead of 19%? We outsmarted the law with the law itself by selling tampons packaged as a book, because books are also only taxed with 7%. Hello to The Tampon Book, a book that is a packaging for tampons to save taxes. A book that is a provocative message of existing gender inequality in our tax system, filled with 15 tampons and 40 pages of explicit content about your period that is still treated as something to be embarrassed of. The book sold out within a day, the second edition within a week. It put the unfair tax system on the agenda of influencers and media. 1.650 € Steuern zahlt jede Frau in ihrem Leben nur für Tampons. Je pense qu'on comprend le concept. Je vais devoir vous laisser là-dessus parce que j'ai dépassé mon temps. Mais merci beaucoup, puis je vous invite à tous de réfléchir plus quand vous faites du design pour avoir un plus grand impact à tous les niveaux, que ce soit dans l'émotion, dans la pertinence, mais aussi dans l'impact qu'on peut avoir dans la société. Donc, merci beaucoup. Salut! Je suis nerveuse. Je vais juste prendre un moment pour changer les paramètres de projection comme j'ai besoin de minutes. Yes.
Succès. OK, parfait. Merci. Salut, je m'appelle Sarah Ouellette. Je mesure 5 pieds 8. Mon signe, c'est lion. C'est ça, j'ai une formation en design graphique, mais je suis rapidement tombée en amour avec les keyframes, les écrans grand format, puis la création de contenu vidéo. Et je suis venue vous parler un peu de la transition UQAM, pigiste, la vie à Montréal dans les nouveaux médias. Puis c'est drôle parce que c'est une vie que je viens tout juste de quitter. J'ai signé comme mon premier emploi à 31 ans. Je me sens comme un enfant. Mais c'est ça, c'est 8 ans de ma vie qui m'ont apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de grands défis, puis c'est quelque chose que je recommande vraiment à tout le monde d'essayer, donc c'est mon pitch de vente, à vous. Je vais commencer par ma conclusion au cas où j'ai pas le temps de m'y rendre, parce que l'essentiel de mon message, c'est comme un message d'espoir pour vous. Je m'adresse principalement à ceux qui ont pas nécessairement encore trouvé c'est qui ils sont créativement, c'est quoi leur identité, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment, puis s'il y a une place pour vous dans le monde du design. Puis mon message, c'est oui, il y a quelque chose. Il y a 1 million de niches cachées qui n'ont pas nécessairement de couverture médiatique, qui n'ont pas, tu sais, Infopresse n'en parle pas, les programmes ne les connaissent pas, puis peut-être que votre feed Instagram ne sait pas encore c'est quoi aussi. Mais ça existe, ça attend juste que vous trébuchiez dessus, puis que vous tombiez en amour, puis ça va. La magie va s'opérer. C'est ça, il faut juste être curieux, garder l'esprit ouvert, puis pas se limiter à une idée réduite de ce que c'est que d'être un designer, puis de qu'est-ce qu'on peut faire avec une approche créative. C'est tout. Donc, en sortant de l'UQAM, coworking extravaganza. Les espaces de coworking sont très populaires aujourd'hui. Quand je suis sortie de l'école, j'avais pas vraiment de plan précis autre que de travailler sur un projet qu'on avait gagné avec ma partner. Puis, par hasard, on est tombé dans cet espace de coworking-là qui était une jungle incroyable. Puis c'était vraiment la meilleure chose qui pouvait m'arriver dans ma vie à ce moment-là. Juste pour lister sommairement qui se retrouvait dans cet espace-là, il y avait genre 2 gars qui faisaient des explorations en Arctique sur des bateaux avec le National Geographic, puis qui prenaient des images de plancton au microscope, puis qui sont devenus comme des références mondiales en images de plancton. Random. Il y avait un espèce de gars qui était un gourou vidéo funky qu'on soupçonnait d'être toujours high. Il y avait des artistes 3D, des motion designers, un photographe d'expédition qui faisait des voyages en Afrique constamment avec plein d'étudiants, puis un gars qui était spécialisé en captation d'orchestres live. Puis c'était une fourmilière, c'était vraiment magnifique. Puis ça a vraiment provoqué un grand changement en moi de ma perception sur le design, parce que je venais de passer 6 ans à étudier le design graphique, entourée de designers graphiques, par des designers graphiques. Puis ça m'a vraiment fait du bien de voir que ma pratique pouvait s'inscrire dans un univers plus vaste que ce que j'avais appris puis que ce que j'avais appliqué jusqu'à présent. Fait que ça a été vraiment un grand moment de libération pour moi. Mais ça a été aussi une réalisation que j'avais une place dans ce monde-là, puis que les 6 ans que je venais de passer, c'était vraiment pour apprendre l'alphabet du langage visuel, mais qu'il n'y avait pas vraiment de limite aux phrases que j'allais pouvoir faire avec dans ma vie. Et grâce à cet espace-là, de fil en aiguille, je me suis mis à travailler avec le Planétarium de Montréal. Ça, c'était vraiment inattendu dans ma vie. Commencer à faire des films de planétarium quand tu es designer graphique, c'est un peu une courbe d'apprentissage intense parce que c'est plus des images plates, c'est des images courbes qui sont tout autour de toi, tout le temps. Puis il y a des gens qui sont assis partout dans le théâtre, puis tout à coup, ça remet tout en question, tout ce que tu as appris sur la lisibilité, le langage, puis la compréhension de où est-ce que ton œil va. Puis ça a été une incroyable aventure. Puis ça m'a amené à collaborer avec des astronomes pour développer des nouvelles façons d'expliquer des phénomènes célestes, essayer de créer des images qui ont d'impact avec des outils qui n'étaient pas super développés il y a 5 ans. Puis on a vraiment, vraiment bénéficié de la montée du VR parce qu'aujourd'hui, les outils 360, même dans After Effects, vous avez déjà une caméra intégrée pour tester des trucs en 360. Fait que, good for you. Ouais, c'est un petit peu blanchi, mais les images que vous voyez, c'est des images qui sont tirées du dernier film que j'ai co-réalisé en Islande pour le planétarium de Perlan. Les images sont rondes parce que le format d'un planétarium, c'est du Dome Master.
Donc, ce que vous voyez au centre, c'est ce qu'on voit en haut, puis sur les pourtours du cercle, c'est tout ce qu'il y a autour de vous quand vous êtes assis dans un théâtre de dôme. À force d'en faire, du Dome Master, on finit par rêver en Dome Master, fait que préparez-vous. Fait que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir des images en rond. Puis, pour moi, l'innovation, c'est pas toujours des nouvelles technologies. Souvent, c'est d'essayer d'appliquer des méthodes traditionnelles à des médias qui n'ont pas encore été explorés de cette façon-là. Dans ce cas-ci, à droite, avec les pieds, on avait cette idée de faire de l'animation traditionnelle, image par image, dans un théâtre qui était vraiment pas simple parce que fallait que l'animateur, finalement, dessine des images déjà prédéformées, écrasées, pour que quand on les projette dans l'espace, c'est immersif, puis on a vraiment l'air d'être en dessous des pieds. Puis ça a été un casse-tête, ça a été vraiment magique, mais ça a été un casse-tête. Puis finalement, c'était avec des méthodes très de base qu'on est arrivé à créer quelque chose de nouveau. J'aurais vraiment aimé ça aussi, faire partie de la première équipe qui allait faire un film de stop motion en 360, mais malheureusement, Félix et Paul en ont fait un l'an passé, puis il est vraiment beau. Fait que je le recommande. De retour à la pige. Ouais, être pigiste. C'est comme dans la salle, les pigistes sont là, je pense, à main levée. Merci, Cass. Fait que être pigiste, c'est un peu comme être un généraliste de la vie, là. Attacher votre tuc, c'est pas juste de la création, c'est beaucoup de gestion, beaucoup d'admin. Des fois, c'est de la plomberie, des fois, c'est du recouvrement de fonds. Puis, malgré le fait que dans un espace de coworking, il y a beaucoup de monde, des fois, on se sent quand même très seul avec nos problèmes, puis avec des fois des questions existentielles, avec vos clients, vos factures. Puis, vous demandez des fois, est-ce que je me spécialise trop? Est-ce que je me spécialise pas assez? Est-ce qu'il y a des femmes dans la cinquantaine qui font ce que je fais? Ou est-ce que je m'en vais? Est-ce que j'ai un futur? Puis, pour moi, la réponse à ces questions-là, ben, je les ai trouvées en me joignant à un groupe d'amis qui avaient commencé à faire des barbecues pour les motion designers de Montréal. Puis ensemble, on a développé une nouvelle formule d'événement mensuel qui s'appelle Montreal in Motion pour rassembler les gens de la communauté numérique motion, nouveaux médias à Montréal de façon vraiment régulière. À main levée, les gens qui sont déjà venus. Oh yes, j'ai tout un public à séduire, c'est parfait. C'est ça, fait que MIM, c'est une série d'événements qui explose le talent des artistes numériques montréalais. C'est une formule conférence, on présente 2 artistes locaux par événement qui viennent passer 20 minutes avec nous pour nous parler de leur travail. C'est un événement vraiment convivial, par les pairs, pour les pairs, c'est vraiment relax. On a complété 4 saisons, 24 événements, on a présenté 80 artistes qui sont venus parler de leur travail, mais parfois aussi faire des performances, faire tester des prototypes dans la salle de jeux vidéo, de ce qu'ils veulent. Et environ 4000 personnes sont venues à nos événements jusqu'à présent, en mission communautaire. Communautaire, ça fait un peu sous-sol d'église, là. J'essaie de réhabiliter le mot communautaire aujourd'hui. C'est d'aider les artistes à trouver des collaborateurs parce qu'à la pige aujourd'hui, si tu veux te faire appeler pour des choses que tu veux faire, c'est important d'en avoir déjà fait. Donc, d'aider les gens à se trouver entre eux pour faire des projets personnels, pour être capable de se servir de ça comme tremplin, ça fait partie de nos valeurs. Ensuite, mélanger les artistes de milieux créatifs segmentés, tant au niveau institutionnel que professionnel que dans les festivals, il y a souvent des catégories comme game design, VFX, 360. Puis c'est quand même difficile d'arriver à rencontrer des gens qui vont pouvoir vous en apprendre sur des choses qui pourraient vous intéresser si on reste dans chacun dans nos lignes de bowling. Donc c'est un peu ça, l'idée c'est de créer de la mixité puis de présenter des gens de différents domaines pour générer une synergie entre nous. Favoriser l'éducation par les pairs. On est vraiment chanceux à Montréal présentement parce qu'il y a vraiment du travail pour tout le monde. En motion, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez trouver beaucoup, beaucoup de travail. Ça crée un phénomène aussi de générosité. Les gens n'ont pas peur de partager leurs trucs, leurs sauces secrètes. Puis on est vraiment là pour donner une plateforme à ces gens-là pour qu'ils puissent partager avec les autres comment ils font leur travail, puis qu'on puisse mieux grandir ensemble. Et bien sûr, parce qu'on a tous besoin de thérapie de groupe, partager nos expériences humaines. Je vais juste quelques photos de nos événements. 1 minute, hey, je suis dans les temps. Yes. Elisabeth, tout le monde connaît Elisabeth.
Voilà, c'est des séries d'événements de l'année passée puis des autres années d'avant. Puis juste brièvement, Montréal en 2020, dans les nouveaux médias, c'est vraiment effervescent. Les entreprises comme les pigistes ont beaucoup de travail pour des clients locaux, des clients internationaux. Puis tout le monde a besoin de bons directeurs artistiques qui connaissent bien leur alphabet pour compléter leurs équipes. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous lancer. Puis voilà, j'ai fini. Parfait. Bonjour, moi c'est Thomas Huyon-Marchand. Je vais parler avec un accent français. Donc je viens de Nancy. Je vais vous parler pas tant de design graphique, mais de design typographique, en particulier la création de caractères typographiques. Que la typographie soit une composante essentielle du design graphique, c'est une évidence. Dans ma pratique personnelle, j'ai toujours tenté de les combiner. Ce sont pourtant deux disciplines assez différentes. La création de caractères implique souvent, en effet, une autre temporalité, une autre économie, un autre rapport à la commande. L'œuvre elle-même a un statut singulier, souvent auto-initié, et elle se réalise a posteriori, lorsqu'elle est activée par d'autres que soi. Par le passé, la création de caractères se transmettait essentiellement au sein des ateliers, au sein des fonderies, et concernait assez peu de gens. Les choses ont beaucoup changé à la fin du XXe siècle, évidemment, avec la démocratisation des outils de production et le développement considérable de l'enseignement du type design dans le monde, qui font de lui un domaine aujourd'hui très dynamique. Je dirige depuis 2012 l'Atelier national de recherche typographique qui a été créé en 1985 à l'Imprimerie nationale à Paris, qui est aujourd'hui basé à l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy. Et à l'Atelier national de recherche typographique, comme son nom l'indique, on y mène des recherches typographiques. Nous travaillons à un niveau post-master ou dans le cadre de doctorats en codirection avec des laboratoires dans d'autres disciplines que la nôtre, comme la Bibliothèque nationale de France. Le département monnaie et médailles à la bibliothèque conserve par exemple plusieurs dizaines de milliers de monnaies anciennes. Ces corpus sont bien évidemment numérisés et annotés par les épigraphistes qui en déchiffrent le contenu. L'originalité de ce projet, qui s'appelle PIM, donc à la BNF, l'originalité de ce projet de numismatique est que c'est non seulement le texte, mais les formes spécifiques des signes qui apparaissent sur ces monnaies qui sont identifiées. On a donc créé un caractère de base pour ce laboratoire, et dans ce caractère sont intégrées toutes les variantes de dessin qui sont identifiées à l'intérieur de ce corpus. Là, en l'occurrence, c'est un corpus de monnaie mérovingienne. Voilà, par exemple, une partie des A qui ont été repérées à l'intérieur de ces monnaies. Ceci permet en fait de développer un caractère spécifique pour ces chercheurs, et ce laboratoire permet à ces chercheurs de transcrire fidèlement les contenus des monnaies et d'en révéler des influences, des filiations. Voici quelques variantes donc identifiées dans ce corpus mérovingien. Ce projet s'étend aujourd'hui à une deuxième partie du corpus. On est rentré dans une nouvelle phase avec des monnaies antiques. On parle là d'écriture d'avant l'alphabet latin. Et ce sont ses ancêtres en quelque sorte. Donc vous pouvez voir ici une liste des écritures concernées. Et là, par exemple, le phénicien, comme vous le savez, le premier alphabet, apparu dans l'histoire, et toutes les variantes de signes identifiées à l'intérieur des inscriptions monétaires phéniciennes. Voilà, il y a une grande variation, comme vous pouvez le constater. Les chercheurs appellent ontographes les signes concernés et allographes les variantes stylistiques. Ici, c'est le grec archaïque, l'étrusque, le néo-étrusque, l'osque et l'ombrien, qui sont regroupés sous le nom d'Olda italique.
Et donc, nous produisons avec des étudiants-chercheurs en relation avec ce laboratoire des fontes qui sont là actuellement en cours de finalisation et qui seront bientôt disponibles pour donc les chercheurs dans cette discipline sous licence libre, de manière à conserver un format ouvert qui permette l'extension, l'amélioration potentielle de ces fontes numériques et leur partage au sein de la communauté. L'idée est bien sûr que tout cela bénéficie à l'ensemble. On me demande souvent, alors attendez, est-ce que je peux activer ça? Ça marche? Ouais. On me demande souvent s'il est encore nécessaire de créer des polices de caractère aujourd'hui, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Personnellement, je pense que oui. De même qu'on peut continuer à peindre des montagnes, jouer du violon ou au football. Dans mon atelier, on s'intéresse beaucoup, donc vous l'avez vu, à l'histoire des caractères, mais pas seulement aux caractères latins, car au-delà de notre alphabet, il y a beaucoup de systèmes d'écriture. Ce qui défile à l'écran, ce sont les plages de la norme Unicode, qui, depuis 25 ans, répertorie tous les signes de toutes les écritures du monde, de manière à pouvoir échanger des textes dans toutes ces écritures par des moyens électroniques. Il y a à ce jour 137 912 signes encodés. Au rythme où défile cette vidéo, il faudrait plus de 3 heures pour tout voir. Ça vous donne une idée? Et on a dépassé le latin, je crois. Ouais, en tout cas, voilà, c'est fini. Donc, ce qui nous concerne, ça dure assez peu de temps. Donc, c'est une vidéo réalisée par Johannes Bergerhausen, qui est chercheur à l'Université des sciences appliquées de Mayence et qui est chercheur invité à la NRT depuis 2013. Avec lui, nous collaborons ainsi qu'avec le Script Encoding Initiative du département de linguistique de l'Université de Berkeley en Californie. Ce département, donc le Script Encoding Initiative, est particulièrement actif dans l'adoption par l'Unicode de nouvelles écritures. Johannes et mon équipe avons donc posé une question aux experts du SEI. En 2015, c'était. Combien y a-t-il d'écritures dans le monde et combien d'écritures ont été inventées dans toute l'histoire de l'humanité? Ils ont cherché et la réponse est 292. Ça semble peu par rapport aux quelques 7000 langues qui existent actuellement sur la planète. Mais comme vous le savez, on n'a pas autant d'écritures que de langues, puisqu'avec une même écriture, on peut écrire dans plusieurs langues. Donc 292 systèmes d'écriture inventés depuis les tout premiers. Deuxième question, combien sont encodés, c'est-à-dire potentiellement accessibles sur nos ordinateurs, sur nos tables, sur nos smartphones, etc. Réponse, 146. Faites le calcul, ça fait la moitié. Donc, il y a encore la moitié du travail à faire. C'est quand même considérable. On a donc étudié toutes ces écritures et réuni sur une affiche toutes ces données. Tous les systèmes d'écriture, donc, classés par ordre chronologique. Vous pouvez voir en haut à gauche les premiers systèmes d'écriture, donc le protocunéiforme, système d'écriture idéographique. On a leur nom, leur origine géographique. Et en bas de l'affiche, vous voyez les écritures les plus récentes. La dernière en date est le Luo, apparu au Kenya en 2009 pour transcrire plus efficacement que le latin la langue locale qu'on appelle Luo ou Doluo. Tous ces signes ont été redessinés à la NRT dans un style cohérent pour permettre de comparer leurs différents dessins. Enfin, un code couleur a été appliqué pour distinguer les écritures vivantes ou disparues et les écritures disponibles ou pas encore disponibles, c'est-à-dire encodées ou non. C'est bon ? Okay. Il y a derrière chacun de ces signes toute une histoire, comme par exemple le Old Baboum, qui, selon la légende, a paru en rêve au roi Njoya au Cameroun à la fin du XIXe siècle et qu'il offrit à son peuple. Ou encore l'Adlam, que 2 garçons de Guinée, Ibrahima et Abdoulaye Bari, inventent pour noter la langue Peul, alors qu'ils ne sont âgés que de 10 et 14 ans. L'Adlam est aujourd'hui utilisé par des millions de personnes et a intégré l'Unicode depuis une dizaine d'années.
Donc la DLAM, oui, pour noter la langue Peul. La langue Peul, comme souvent dans ces langues d'Afrique, par les effets de la colonisation, c'est l'alphabet latin ou plus rarement l'alphabet arabe, l'écriture arabe, pardon, qui est utilisée pour transcrire ces langues locales. Voilà. Donc c'était le cas pour le Peul, et aujourd'hui la DLAM a sa propre écriture, donc une écriture apparue dans les années 80 à l'initiative de ces deux garçons. Ou encore le Nushu. Le Nushu, c'est une écriture syllabaire qui a été pratiquée en Chine exclusivement par les femmes, pour ne pas être comprise par les hommes. Et donc c'est une écriture secrète, et à ma connaissance, la seule écriture genrée de l'histoire. Donc l'écriture Nushu, absolument passionnante. Il nous est apparu, là par exemple, l'écriture Nushu, c'est une écriture qui a disparu, mais qui est encodée. Il n'existe pas une seule fonte numérique en Nushu aujourd'hui. Il y a des centaines de milliers de fontes pour l'alphabet latin, mais il y a des systèmes d'écriture où tout est prêt pour pouvoir échanger dans ces écritures, et pas un designer ne s'y est encore attelé. Donc on va le faire évidemment. À la NRT, aujourd'hui, on développe de nombreuses fontes numériques pour tous ces systèmes d'écriture. On accueille des étudiants chercheurs du monde entier, travaillent actuellement par exemple sur les hiéroglyphes égyptiens, sur l'écriture élimaïque, une écriture du Moyen-Orient dérivée du phénicien. On a d'ailleurs récemment développé la version élimaïque du Noto, le caractère pan-Unicode de Google. La Faka, une écriture créole du Suriname, toujours pratiquée aujourd'hui. Ou encore les hiéroglyphes mayas, d'une complexité absolument invraisemblable, qui sont pas encore tous déchiffrés. Et un de nos étudiants-chercheurs travaille depuis 6 mois avec l'université de Bonn sur une fonte de hiéroglyphes mayas. Et l'Unicode, le Script Encoding Initiative est à pied d'œuvre pour améliorer et compléter l'encodage complet de cette écriture fascinante. Enfin, le charada, une écriture du Cachemire presque disparue, dont Parimal Parmar, un étudiant-chercheur de la NRT qui vient d'Inde, développe à l'heure actuelle une des premières formes typographiques. Alors, je suis heureux de vous montrer l'affiche, je l'ai amenée. Voilà. C'est la deuxième édition. Du coup, si je vais derrière le micro, vous ne voyez plus l'affiche. Alors, tiens, Judy, tu peux prendre la deuxième. C'est cool. Donc ça, c'est la première édition, et ça, c'est la deuxième édition. Les couleurs changent, et en fait, la base de données change aussi, parce que c'est pour nous un outil de recherche qui est diffusé au sein de la communauté, et on obtient comme ça des feedbacks d'un peu partout pour améliorer des détails ou compléter les informations. Et surtout, cette affiche est éditée chaque année en fonction de l'encodage de ces écritures, donc elle est tenue à jour de l'évolution de l'Unicode. Voilà, donc c'était le résumé de ce que l'on cherche à faire à la NRT à Nancy, c'est-à-dire une recherche par la pratique qui s'élabore en dialogue avec des disciplines connexes pour élargir le champ de nos connaissances, explorer de nouveaux territoires et, dans le cas présent, faire en sorte que ces écritures ne soient plus à l'avenir manquantes. Je vous remercie. Ah oui, j'en profite. Si vous voulez voir toute la base de données, c'est disponible sur ces sites-là. Merci beaucoup à nos 3 panélistes. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Je pense que Stéphane, je vais te laisser nous arrêter au niveau du temps. Donc, on a couvert un spectre très large des différentes pratiques en design graphique. Est-ce que ça vous a inspiré quelques questions? Oui? Je te passe le micro. Oh, pardon. Vous pouvez vous présenter aussi.
Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine. Merci pour vos 3 présentations, mais j'aurais une question seulement pour un, mais les 3, vous pouvez répondre si vous voulez. Thomas, je me demandais si tu pensais que les emojis allaient un jour figurer sur ton affiche. Ah, c'est une vaste question, les emojis. En fait, on a consacré un colloque il y a 2 ans. D'ailleurs, Charles, qui va parler cet après-midi, y intervenait, sur la question des emojis. Ça s'appelait « Écrire avec des images ». Et effectivement, J'ai 2 minutes pour raconter les emojis En fait, la question pour intégrer l'Unicode, c'est est-ce qu'il s'agit d'une écriture ? Et pour que ce soit reconnu comme une écriture, il faut qu'on puisse témoigner d'une histoire, d'un système de signes, d'un ensemble de signes et d'une communauté qui l'utilise. Et il se trouve que, il y a une quinzaine d'années, les emojis sont apparus dans l'Unicode parce que la communauté en question, c'était les adolescents japonais qui échangeaient via des pagers en s'envoyant des messages par ces petits pictogrammes. Aujourd'hui, effectivement, il y a 2 camps, en fait. Il y a vraiment les supporters et les détracteurs des emojis, parce qu'en fait, on ne peut pas imaginer représenter tout le monde visible avec ces idéogrammes. D'ailleurs, l'histoire nous montre que tous les systèmes d'écriture idéographique, à un moment, plafonnent et échoue à restituer la pensée et le langage. Mais donc effectivement, les emojis sont dans l'Unicode. Si vous avez des nouveaux emojis sur vos smartphones quand vous mettez à jour, c'est parce que vous êtes dans la dernière mise à jour de l'Unicode. Mais effectivement, au même titre que d'autres systèmes qui sont encodés, comme l'écriture musicale ou d'autres systèmes de codage technique qui sont dans l'Unicode, ils ne figurent pas dans cette affiche parce que ce n'est pas à proprement parler un système d'écriture en tant que tel. Voilà. Mais en tout cas, c'est super intéressant et on y travaille aussi, mais sur des projets parallèles, on va dire. Voilà. Merci. Oui, donc c'est pour M. Thomas. Je voudrais savoir quelle est la relation pour vous entre les phénomènes d'une époque et puis la forme des caractères. Est-ce que vous pouvez préciser les phénomènes d'une époque, c'est-à-dire? On vit dans une époque, on vit dans notre époque. Forcément, les phénomènes qui la caractérisent vont faire évoluer le dessin des lettres. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous êtes capable de faire émerger un sens de ces phénomènes-là, puis de les relier aux glyphes, au dessin de nos caractères? Oui, bien sûr, en particulier dans l'histoire de la typographie latine. Par exemple, si on compare l'histoire de la typographie latine, ça commence au milieu du XVe siècle, c'est une histoire assez longue en comparaison, par exemple, avec l'histoire du design graphique. Et évidemment, on peut lire l'évolution des formes typographiques au prisme de l'évolution de la technique typographique, mais aussi d'influences culturelles, de culture locale, d'influences stylistiques qui peuvent être complètement extérieures au monde du livre. Donc tout ça, effectivement, il y a de nombreuses recherches qui sont menées là-dessus, sur la relation des formes typographiques à l'histoire. Donc dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire comprendre l'histoire à travers la forme des caractères typographiques, ou à l'inverse, aborder les caractères typographiques comme faisant partie de mouvements esthétiques plus globaux, comme par exemple par rapport à l'humanisme ou aux idées des Lumières, ou aujourd'hui avec le numérique, comment ça transforme notre rapport à l'écriture et par conséquent ça transforme la forme des caractères typographiques. Merci. J'accepte toute question. Hein, Je m'appelle Lou et ma question c'est pour Marie-Hélène. Donc, vous nous avez donné quelques conseils pour les designs intelligents et je me demandais, comme dans plusieurs situations, on est conseillé plusieurs choses et parfois il faut choisir quel conseil suivre. Je me demandais, selon votre expérience, est-ce que c'est mieux d'appliquer les 5 dogmes du design intelligent ou de focusser sur certains? En fait, c'est assez rare qu'on peut toucher les 5, ça peut arriver, mais
sais, dans ma pratique, souvent, je vais essayer d'en avoir 2. Je vais essayer d'aller en chercher le maximum. Mais d'avoir les 5, c'est comme... ça devient un masterpiece, là. OK. Non, mais disons, c'est-tu mieux de focuser sur un et de vraiment être percutant avec un conseil, disons, ou d'essayer de comme couvrir... Oui, je pense que celui où je parle plus du design graphique dans sa pertinence puis dans toute sa fabrication, celui-là, je pense qu'il va de soi qu'il devrait être appliqué à peu près partout dans tout ce qu'on fait. Moi, je le mets dans toute ma pratique. Par contre, de s'inscrire dans la culture, c'est quelque chose qui, des fois, va se mesurer plus après. C'est sûr qu'on peut y penser en amont, on peut vouloir le faire, mais on peut seulement le mesurer une fois que c'est fait. Par contre, de partir d'une problématique, même quand j'ai des clients aujourd'hui qui sont des clients de B2B dans un domaine complètement, par exemple dans le domaine de la ventilation, parce que c'est le cas en ce moment, mais comme c'est un client qui travaille l'air puis qui s'assure de rendre l'air meilleur et mieux respirable pour tout le monde, bien moi, je trouve que son histoire, et là où il devrait focuser, c'est vraiment là-dessus. Et ensuite, bien, si lui veut prendre position dans le monde, bien, il devrait s'assurer d'avoir un impact sur l'air ailleurs. Tu sais, s'il doit appuyer des causes, il devrait, par exemple, sauter sur ce qui se passe en ce moment en Australie puis faire quelque chose par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression qu'on peut partir de problématiques, peu importe nos clients, puis essayer de faire en sorte que ça ait un plus grand impact, notre création. Merci beaucoup. Merci. Comme vous l'avez compris, on traîne avec nous un petit 15 minutes de retard depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est suffisamment rare cette occasion pour que je vous propose, tant pis, peut-être qu'on va grignoter un petit peu sur la pause lunch, ce 10-15 minutes, si vous en êtes d'accord. Comme ça, on peut quand même prendre encore peut-être une ou deux questions confortablement. Moi, j'en avais une pour Marie-Hélène, vu que ça fait écho à ce qui vient d'être dit, puis peut-être que Sarah aussi pourra être intéressée d'y répondre, mais cette question de l'impact sous les différents aspects, les 5 là qui ont été évoqués, moi je me demande quels sont les freins dans la pratique professionnelle quotidienne à ça. Qu'est-ce qui empêche? Quels sont les éléments, les facteurs, je ne sais pas, qui rendent difficile ou complexe de pouvoir, peut-être pas avoir les 5 là, mais de nourrir une pratique d'impact, parce que forcément ça fait un peu écho avec ma présentation de tout à l'heure, alors ça m'intéresse. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être dans notre réflexion, puis c'est sûr que la limite vient quasiment à la créativité, parce que plus on est capable de le mettre dans nos pensées puis de toujours essayer de trouver une façon d'avoir un impact, plus ça devient un muscle qu'on travaille. Puis après ça, les seules limites, c'est à peu près notre créativité puis les budgets des clients. Par exemple, quand on travaille avec des clients ou nos propres budgets ou nos propres moyens. Mais je pense qu'il y a des possibilités, peu importe la sphère de ce qu'on fait, d'aller chercher puis de changer un petit peu les choses pour avoir un plus grand impact. Côté client, il n'y aurait pas d'autre frein que le budget, finalement? C'est-à-dire que les clients seraient ouverts vraiment à tout ce genre d'approche? Moi, je vois une grande ouverture en ce moment du côté des clients. Je pense qu'il y a un mouvement comme international qui est plus grand que juste nous en design, qui se veut que les choses changent en ce moment ou qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, tu sais, même quand je parle avec mes clients, j'ai des discussions où le client me dit, ben moi, ce livre-là, je veux qu'il soit mangeable. Tu sais. Fait que on se sent une grande ouverture de changer des affaires puis que chaque projet ait un minimum d'impact. Je ne sais pas si j'avais évoqué... Non, pas forcément. OK, je laisse la parole à la question suivante. Bonjour. Donc, je vais me présenter, Félix Fauché. Je suis designer de produits chez Element AI. Je suis aussi chargé de cours à la Polytechnique en design interaction. Donc, ma question est pour Sarah. J'ai beaucoup aimé le fait que vous ayez parlé de la distance qu'il y avait entre vos études en design ou l'écart qu'il y avait et l'expérience que vous avez eue d'abord dans l'espace de coworking. Et je me demandais en fait, cet écart-là ou cette sortie-là de l'université, puis de se frotter à la réalité, des fois ne pas trouver ou trouver différemment de ce qu'on avait pensé. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions ou des idées que vous avez pour essayer de peut-être, je ne sais pas, reproduire cette même expérience-là que vous avez eue, mais pendant vos études pour mieux vous préparer à l'expérience d'être pigiste ou même d'être dans l'industrie dans des situations qu'on n'avait pas prévues? Oui, bien en fait,
la plupart des gens qui travaillent dans le domaine aujourd'hui puis qui ont des années d'expérience sont autodidactes. Puis c'est des gens qui ont eu un éveil de passion, qui ont suivi des tutoriels en ligne. Puis il y a quand même énormément d'outils en ligne pour être capable d'apprendre des nouvelles techniques, même si vous n'en avez pas besoin tout de suite, juste pour se familiariser avec les logiciels puis les techniques de création. Mais sinon, il y a aussi la SAT, le Centre NAD, qui offre des cours comme des mini-cours de quelques semaines qui ne coûtent pas très cher pour vous initier aux nouvelles technologies. Donc, ça vient créer une belle complémentarité avec les études en design, je crois. Pour compléter, c'est la raison pour laquelle aussi on fait une évaluation de programme et qu'on pourra compléter effectivement selon ce qui va se dégager non seulement de cette journée, mais aussi du long processus d'évaluation du programme. Un grand merci, à moins que tu voulais ajouter un dernier mot, non c'est bon, j'ai vu prendre le micro. Ok. Un grand merci à vous quatre, on va prendre une petite pause comme prévu dans notre programme, un petit 15 minutes. Merci.